La Commission climatique du bassin du Congo, la CCBC, qui a également un instrument financier qu'on appelle le Fonds bleu pour le bassin du Congo et pour ceux qui le connaissent, le F2BC, en d'autres termes, est une commission qui a vu le jour, il faut déjà le rappeler, pendant la COP 22, la COP qui s'était tenue à Marrakech, une grande COP africaine. À l'occasion de ces grandes assises du climat, parce que la COP étant la conférence des parties pour le climat, en l'occurrence, qui est portée par les Nations Unies au travers la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, la CNUC en acronyme. Et donc, à Marrakech, la COP 22, quand elle s'est tenue, il y a eu ce qu'on appelle le sommet de l'action et de la coémergence de l'Afrique, qui a été initié par Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI. Qu'est-ce qu'il a proposé à ses pairs africains, aux chefs d'État africains et de gouvernement? Il leur a proposé tout simplement aux 54 États d'avoir une commission, des commissions dédiées aux questions de changement climatique. Donc, les chefs d'État ont adhéré et donc ils ont pris une décision faisant de ces 3 commissions climatiques des institutions à part entière, sous-régionales, de notre entité continentale qui est l'Union africaine. Et donc, nous avons donc à ce jour 3 commissions climatiques dédiées donc vraiment à des questions de protection de l'environnement, de la biodiversité, de tout ce qui est climat de façon globale, et qui portent en son sein le développement durable et autres, l'écologie. Mais ces 3 commissions ne sont pas réparties sur le plan géographique simplement, parce que la commission climat du bassin du Congo porte aujourd'hui 16 pays en son sein. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en est le président de la commission depuis 2016. Parce que sur le plan géographique, le bassin du Congo, c'est 6 pays. Mais là, aujourd'hui, nous n'avons pas que les pays du bassin du Congo, mais nous avons également les pays de l'Afrique de l'Est. Vous voyez, nous avons des pays comme le Burundi, le Rwanda, le Kenya, la Zambie, aux côtés donc, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, aux côtés du Gabon, aux côtés du Tchad, aux côtés du Cap-Vert, du Sao Tomé et Principe, de l'Angola. Donc nous avons tous ces pays au sein donc, de la Commission climatique du bassin du Congo. Mais de l'autre côté, il y a également la Commission climatique des États insulaire, qui celle-là est présidée par les Seychelles. Et nous avons également la commission climat de la région du Sahel, qui est présidée par le Niger. Et donc l'urgence climatique aujourd'hui, parce que ça tombait à point nommé et qu'il était urgent que les États s'organisent. Et ça tombait très bien parce que, souvent je le dis, sur les 7 continents qu'il y a sur notre planète, nous sommes le seul continent, le continent africain, à avoir une institution continentale qui porte vraiment les 54 États. Et donc, nous sommes ravis de compter parmi les institutions sous-régionales qui portent le climat au sein donc, de cette institution panafricaine qui est la nôtre, l'Union africaine. Les objectifs aujourd'hui, nous sommes organisés. Nous avons des niveaux intermédiaires. Le plus grand niveau de l'organisation qui prend les décisions, c'est la conférence des chefs d'État. Nous en avons abrité une ici, souvenez-vous, en 2018. Les chefs d'État sont venus. Et à l'issue de cette grande rencontre de Brazzaville, où on a eu la participation de 14 chefs d'État et de gouvernement sur les 16 pays, et là, la commission climatique avait parlé d'une seule voix. Le président Sassou Nguesso avait pu fédérer autour de cette cause mondiale aujourd'hui, qui est planétaire aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes. Et ils ont justement pris un acte, l'acte qui instituait officiellement la commission climatique et mettait en place cet outil, ce fonds fiduciaire qui est le fonds bleu pour le bassin du Congo, qui a été lui proposé à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, toujours à la COP 22, en marge donc toujours des assises de la COP 22. Donc nous avons donc une commission climatique dont le plus haut niveau sont les chefs d'État, le deuxième niveau, ce sont les ministres, dans le Congo à la présidence, parce que nous coordonnons au nom des chefs d'État. Personnellement, comme vous avez su le dire dans votre propos introductif, j'en assure la coordination technique de la dite commission depuis pratiquement 6 ans. Donc depuis 2017, je suis à la tête de mon ministère, à dissocier. Je suis ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, de la République du Congo, mais parallèlement, j'assure la coordination technique des 16 pays
de la commission climatique donc, du bassin du Congo, qui est une institution donc, de l'Union africaine. Il faut savoir que le Fonds fiduciaire a fait l'objet d'une grande étude de préfiguration et que le fonds est logé au sein de la Banque de développement des États d'Afrique centrale pour en gérer la ligne, pour mobiliser les fonds, pour rendre éligibles les projets, les rendre donc bancables en maturité 1, pour permettre aux partenaires, nous avons identifié au travers des 16 pays près de 300 projets aujourd'hui qui sont issus de ce qu'on appelle nos contributions nationales déterminées des États. Donc les États ont abondé ce plan d'investissement qui est chiffré à peu près à 10 milliards de dollars aujourd'hui américains pour permettre donc de lever ces financements pour faire des études de ces projets et permettre au secteur privé justement d'aller dans la mise en œuvre. Et nous avons donc des projets intégrateurs. Pendant les assises de Brazzaville, le sommet de Brazzaville, le sommet qui se tiendra le 26, 27 et 28 octobre prochain, le sommet des 3 bassins de biodiversité et des écosystèmes forestiers mondiaux, donc de la planète, parce que souvent les gens ne le comprennent pas, nous constituons quand même 80% de cette force des équilibres climatiques que nous sommes l'Amazonie aujourd'hui, le bassin amazonien, le bassin du Congo, et puis le bassin de l'Asie du Sud-Est, et puis le Mékong qui est à côté. Et donc nous avons aujourd'hui cette force, et nous allons donc nous retrouver. Et le président de la République a convoqué ce deuxième sommet. Il y en a eu un en 2011, ce n'est pas tout à fait la même convocation, parce que là, il le convoque avec sa casquette, le chef de l'État de la République du Congo, certes, oui, mais plutôt avec la casquette de président de la commission climatique du bassin du Congo, qui lui donne le portage donc, de ce grand poumon aujourd'hui, qui est le deuxième poumon régulateur du climat mondial et le premier en matière de séquestration de carbone net aujourd'hui de la planète. Nous aurons donc des projets donc, qui seront présentés pour lever donc des financements avec des projets intégrateurs comme le barrage d'Inga par exemple, dont nous sommes en train de lever des financements également. C'est l'un des exemples que je vous prends un peu de cette relation que nous avons. Et puis nous avons aussi des textes que nous sommes en train de prendre qui vont porter également le bassin du Congo au travers donc, du marché du carbone. Nous avons des règlements institutionnels internes, oui, nous légiférons internes souverainement, oui, on est d'accord, mais nous voulons également parler d'une seule voix, également au travers donc, de notre commission climatique dans le cadre du sommet. C'est un sommet qui vraiment arrive à point nommé, parce qu'on ne peut pas faire sans le bassin de l'Amazonie. On ne peut pas faire sans le bassin du Congo. On ne peut pas faire non plus sans le bassin de l'Asie du Sud-Est et le Mékong. Pour une simple raison. Mais nous portons aujourd'hui ce qu'on appelle le rempart de l'humanité. Si ces bassins ne sont pas réellement régulés, si ces bassins ne sont pas co-gérés, parce que nous ne sommes pas sur une autre planète, nous ne sommes que sur une unique planète, eh bien, les équilibres même de préservation de notre planète avec l'accord de Paris, où tous ces États sont parties prenantes. Il faut savoir que l'accord de Paris préconise que nous maintenons la température de la planète à 1,5 degré Celsius, et si nous ne prenons pas en compte ces équilibres des 3 bassins, eh bien nous basculons à 3-4 degrés Celsius. Déjà, rien que le bassin du Congo à lui tout seul peut nous faire basculer à 3-4 degrés Celsius pour une simple raison. Vous connaissez les forêts du bassin du Congo qui, à elles seules, séquestrent pas moins de 1,5 milliard de tonnes de CO2, mais nous avons quelque chose qu'il nous faut préserver à tout prix. C'est les tourbières du bassin du Congo. À elles seules, elles stockent, ces tourbières, elles stockent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. Je dis elles stockent, pourquoi? La séquestration du CO2 des écosystèmes forestiers du bassin du Congo, nous pouvons les renouveler. Lorsqu'il y a mauvaise utilisation des ressources forestières du bassin du Congo, la déforestation par exemple, il faut savoir que nous pouvons restaurer. Le mot restaurer s'applique. Mais il n'en est pas le cas avec les tourbières qui stockent. Parce que si le dioxyde de carbone qui est stocké dans ces tourbes s'échappe, eh bien nous basculons de 3 à 4 degrés Celsius parce que la tourbe, nous ne pouvons pas la restaurer puisque c'est un phénomène naturel. Ces écosystèmes se forment naturellement au fil des années. Vous voyez, donc nous avons des tourbières que vous retrouvez dans la Likwala, par exemple, qui sont vieilles de 18 000 ans. Vous avez des tourbières que vous retrouvez dans la cuvette centrale qui sont vieilles de 19 000 ans. Mais vous avez les tourbières qui sont là aux portes de Brazzaville, dans le pôle ici, qui sont vieilles de 24 000 ans. Donc, c'est un entreposage de feuilles, de branchages,
et qui, cet amas-là, donne des tourbes, donne un milieu humide, on appelle ça les zones de milieu humide de la Convention de Ramsar, que nous préservons. Il y a une forte biodiversité, vous avez des poissons, des ressources halieutiques, mais vous avez également ce gros gibier, ces sangliers, cette nature, cette faune qu'il y a abondante dans ces zones-là, que vous retrouvez dans les zones du lac Télé, et de l'autre côté de la RDC, il en est de même. Donc vous comprenez que sur cette superficie de près de 165 500 km² aujourd'hui, qu'on retrouve entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, ces tourbières, nous, le Congo, notre pays, nos tourbières, vous les retrouvez sur une superficie de 55 000 km². Ce n'est pas peu. Et donc nous portons 11 milliards de tonnes de CO2 stockées là. Donc vous comprenez qu'il y a urgence aujourd'hui d'aller à ce sommet. Les grands enjeux du sommet sont là. Comment conserver? Parce que nous sommes ce qu'on appelle de bons élèves de l'atténuation, parce que nous ne sommes pas des émetteurs, et nous avons besoin de fonds d'adaptation pour aller à une transition écologique, même lorsqu'on parle des énergies solaires. Mais il faut avoir ces financements pour aller vers des villes résilientes. Il faut avoir ces financements pour aller vers une agriculture qui soit résiliente au changement climatique, qui n'abîme pas les sols. Il nous faut également éduquer nos populations. Il faut les sensibiliser. Pour ça, il faut des financements. Et il faut préserver ces tourbières. Nous avons des partenariats avec la GIZ, la coopération allemande, avec l'USAID, la coopération américaine, avec le PNUE, qui porte un projet qui est financé à hauteur de 22 millions d'euros, de 10 millions d'euros, avec le fonds d'adaptation dont l'agence d'exécution et le PAM aujourd'hui, avec des programmes de sensibilisation. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous sommes en train de courir après la levée d'une économie circulaire. Nous voulons lancer une économie verte, nous voulons lancer une économie bleue. Et c'est pour ça que ce sommet, c'est un sommet qui vraiment n'est pas comme tous les autres sommets. Nous sommes complémentaires. Par exemple, le grand sommet qui s'est tenu à Nairobi, oui, nous avons des conclusions que nous avons endossées au niveau des assises de Brazzaville. Nous avons des conclusions des assises de Paris, le sommet climat-finance qui s'est tenu à Paris récemment, le sommet du One Forest Summit. Nous voulons rapprocher également le droit de l'environnement, le droit du climat et le droit de la biodiversité, parce qu'il y a régulièrement des COP qui se tiennent, des conférences des parties sur le climat, ce qu'on appelle la COP, pour la prochaine, c'est la COP 28, qui va se tenir dans les Émirats. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle la COP de la biodiversité, qui se tient tous les 2 ans, alors que celle du climat, c'est tous les ans. Donc il nous faut réconcilier ces 2 COP, parce qu'on ne peut pas parler d'un côté du climat et de l'environnement, et d'un autre côté la biodiversité, alors que ce sont des écosystèmes qui sont liés, intrinsèquement liés. Donc nous allons pouvoir conjuguer tout ça ici, et puis il y a le marché du carbone que l'on retrouve dans le cadre de l'accord de Paris. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à avoir un marché carbone, d'un marché plus ou moins volontaire. Quand on dit le marché volontaire, c'est un marché qui n'est pas régulé. Donc, chacun donne le prix qu'il veut à la tête du client. Et donc, aujourd'hui, les prix oscillent entre 5 et 8 dollars. Vous vous rendez compte que c'est scandaleux, c'est inacceptable. Alors que dans les pays du Nord, dans la zone de l'OCDE, eux, ils achètent ce carbone à 50, sinon 150 dollars. Et donc, nous disons que nous avons droit. Vous comprenez? Nous ne mendions pas, nous ne quémandons pas. Ne vous laissez pas divertir par ces mauvais parleurs qui n'ont pas la matière et qui ne comprennent pas que nous jouons aujourd'hui nos économies aujourd'hui. Nous jouons la survie de nos populations. Parce que nous sommes très impactés par le changement climatique. Il y a des érosions, il y a des pluies abondantes, il y a de la sécheresse d'un côté qui impacte sur l'agriculture. Donc il nous faut des ressources. Je suis désolée, pour aller vers ces villes intelligentes, pour aller vers cette agriculture résiliente, pour aller à un développement durable. Parce que nous portons également les 17 objectifs du développement durable. Mais ça demande un financement. Et donc au travers du marché du carbone, de l'accord de Paris, nous pourrons nous dire que le seuil minimum, c'est 30, 50, 70 dollars et plus. Et donc c'est l'un des grands points que nous allons porter donc pendant les assises de Brazzaville. Nous avons encore un grand point que nous allons porter dans les assises de Brazzaville. C'est la relation avec le secteur privé, les banques en particulier. Il faut que les banques lèvent ce risque pour permettre au secteur privé de venir frapper à leur porte et de pouvoir avoir des financements pour lever ces économies de transition. Vous voyez? Et puis, nous sommes en train de discuter avec les industriels comment mettre en place la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis la science, au centre du sommet de Brazzaville. On ne peut pas parler du climat sans la prise en compte de la science.
Les climato-sceptiques, oui, mais aujourd'hui, le GIEC vous rappelle que, il y a des problèmes d'urgence sur le climat que nous retrouvons à travers des explications scientifiques aujourd'hui. Vous voyez, dans la région du Poul, chez nous, il pleut très peu, vous avez remarqué, mais parce qu'il y a eu une déforestation qui est trop violente, qui est trop agressive. Et vous savez que lorsque nous coupons les arbres, nous arrêtons la pluviométrie. Et là, c'est le problème, j'attire l'attention des uns et des autres sur la gestion des tourbières et cette conservation. C'est même pas la préservation. On peut préserver des écosystèmes forestiers de façon globale, parce qu'on restaure. Préserver veut dire qu'on peut durablement exploiter. Mais vous ne pouvez pas exploiter les tourbières. C'est pour ça qu'on parle de conservation des tourbières. Parce que je vous l'ai dit en amont, si nous touchons, le dioxyde de carbone qui est là s'échappe et nous basculons dans l'horreur. Et donc, il nous faut avoir ces financements, j'insiste, ces financements issus du carbone qui permettraient également à notre économie de faire un bond de 30, 40, 50% dans notre produit intérieur brut. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres n'importe comment. J'étais en train de prendre l'exemple du Poul, mais comment accompagner justement ces territoires, ces collectivités locales, à aller vers une gestion durable dans le cadre du développement économique de ces territoires. Comme cela est indiqué donc, dans le PND, le Programme national de développement, qui parle de la notion de durabilité de développement donc de l'économie du pays.